Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Et nous vous retrouvons avec Jacques Séguéla, publicitaire, écrivain. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu et retracer son curriculum publicité. Jacques Séguéla, vous qui êtes un fils du Sud et qui considérez la radio comme votre média préféré, aviez toute votre place sur Sud Radio ce dimanche matin. Vous qui aimez dire que vous n'avez aucun talent si ce n'est la passion, et c'est probablement parce que vous êtes un homme heureux. Un véritable passionné, mais pas seulement par la publicité dont vous ferez votre vie, mais surtout par la vie et par les gens, et quels gens. L'émission ne suffirait pas à citer tous ceux dont vous avez croisé le chemin. Retenons ceux qui probablement vous ont le plus marqué. Lazareff, Prévert, Gainsbourg, César, Tapie et Mitterrand, qui ce dernier vous disait « Gagner n'est rien, durer est tout », et vous avez su durer sans endurer, c'est incontestable. Mais quel plaisir de vous recevoir, Jacques Séguéla, vous qui avez écrit votre deuxième livre en 79 et qui vous consacrera dans l'émission Apostrophe, alors que vous n'aviez pas encore l'âge pivot, et dont le titre incarnait toute votre espièglerie. Ne dites pas à ma mère que je suis publicitaire, elle me croit pianiste dans un bordel. Vous qui citiez votre mère, justement, permettez-moi d'évoquer la mienne. Car vous êtes né un 23 février comme ma mère, et de la même année de surcroît, et comme mon père s'appelait Jacques comme vous, c'est à se demander si cela ne fait pas de moi un peu votre fils de pub. Alors comment dois-je vous appeler ? Monsieur, papa ou Séguéla, comme vous appelait François Mitterrand, ou encore Jimenez, comme vous appelait Salvatore Dali ? Je n'oserais pas Ségalomane, comme vous vous surnommiez en toute simplicité, à vous de nous le dire. Mais revenons à l'origine de votre monde, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas avoir en mémoire, car votre destinée commence par un tour du monde en 2 chevaux, que vous fîtes avec votre frère d'adoption, votre premier ami, comme vous le qualifiez, Jean-Claude Baudot. Mais en réalité, c'était une deuxième naissance, en quittant ainsi le giron familial, pour partir sur la route de vos illusions, tout en revenant en ado attardé. Vous qui êtes le publicitaire le plus bronzé de France, et d'ailleurs le seul publicitaire, tant vos confrères n'ont pas réussi à inscrire leur nom sur le front de la ménagère de moins de 50 ans. Du haut de vos 60 ans de carrière, de vos au moins 1500 publicités conçues, de vos 20 campagnes présidentielles, de tous ces prix reçus dont le seul César jamais attribué à un spot publicitaire pour la Citroën Visa, et de vos 33 livres écrits, ce qui pour un docteur en pharmacie fait de ce chiffre plus qu'un remède. Alors permettez-moi, pour terminer votre portrait, de citer cette fois-ci votre père, Petit Louis, qui vous disait « Ta vie commence demain, fais-la belle ». Comme il avait raison, oui, effectivement, nos vies commencent demain, et a fortiori la vôtre, étant donné que vous avez la ferme intention de vieillir jeune en ne prenant pas votre retraite avant 100 ans. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe, de recevoir celui que la pub a mené à tout, car il a su ne pas en sortir. Bonjour, Jacques Séguéla. Bonjour, quel honneur, quel bonheur. Mais c'est le plus beau portrait que l'on m'ait fait. Voilà, j'ai quand même attendu 87 ans, mais j'y suis arrivé. Un journaliste talentueux, je suis déjà, j'ai envie de dire un écrivain, je ne peux pas me permettre de dire un journaliste. Bon, tout d'un coup, a réussi à faire un portrait sans une égratignure, sans une gifle, sans une contre-vérité. Trop gentil d'ailleurs, c'est presque de la pub. Eh bien justement, on va en parler, Jacques Séguéla. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Osez investir. J'ai envie de commencer ma première question en vous disant, quelle vie, Jacques Séguéla ? Plus qu'une vie, c'est un roman. Alors, c'en est 33 en l'occurrence, mais c'est vraiment un roman, votre vie. Moi, j'ai retravaillé votre portrait, comme vous l'avez si gentiment relevé. J'ai lu la plupart de vos ouvrages. J'aimerais voir la vie que vous avez eue. Mais je suis très étonné, parce que je me retourne un peu sur l'arrière, sur mes arrières, et de découvrir quelle a été réellement ma vie, parce que je ne l'ai pas vécue, c'est elle qui l'a vécue pour moi. Elle m'a mené depuis l'âge de 3 ans par le bout du nez. Et je n'ai jamais choisi. Je n'ai jamais cherché un boulot, on me l'a toujours proposé. Je n'ai jamais choisi un ami, il est toujours arrivé. Je n'ai jamais réfléchi à une campagne, elle a jailli comme ça. Donc, je suis une espèce d'être qui a été manipulé par son destin, sans se rendre compte exactement de ce qui est arrivé. On parlait de ce livre. Le deuxième de mes 33 livres. Oui, ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel. Il a été numéro 1
des livres vendus pendant quelques semaines. Et je me vois encore à Orly, allant voir un client en province, je ne sais pas où, et nous voir numéro 1 sur la petite pancarte au-dessus de la bibliothèque d'Orly. Mais ça ne m'a rien fait. Aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que tu te rends compte que tu as écrit un best-seller non. Est-ce que pour moi, est-ce que c'est un best-seller? Non. La vie l'a écrit pour moi. D'ailleurs, quand j'écris, arrive un moment où je sens que directement, ma pensée passe par mon bras pour écrire, et moi je suis absent. C'est comme si j'étais à côté, et si j'avais un scribe qui écrivait pour moi. D'ailleurs, je rature tellement, il y a comme mon assistante qui arrive à me relire. Bon. Donc, j'ai eu cette grande chance d'être une sorte d'élu du destin qui m'a conduit pendant toute ma vie, sans que je m'en rende compte. Mais chaque fois, pour moi, avec émerveillement, avec passion, avec amour, avec envie, avec désir, avec frénésie. Jacques Séguéla, je ne vous ai pas égratigné, mais je vais vous taquiner quand même un peu, vous m'autorisez? Oui, il serait temps. Il serait temps. Est-ce que vous ne seriez pas un peu le Maurice Chevalier de la publicité? Je m'explique. Dans les années 90, dans un ancien journal qui n'existe plus, qui s'appelait Média, de Lafont, vous nous aviez dit que vous prendriez votre retraite le 1er janvier 2000, quel symbole. Il y a quelques années, vous avez évoqué votre arrêt de carrière à l'âge de 90 ans, et plus récemment à 100 ans, en 2034. Vous ne voulez pas vous arrêter, en fait? C'est la vie qui va m'arrêter. Par la force des choses, comme tout un chacun. Le jour où elle s'appelle la mort, parce que c'est comme ça que ça s'arrête. Je n'imaginais pas que la vieillesse était ce qu'elle est devenue. Moi, vous n'étiez pas nés, ni l'un ni l'autre. Chez moi, à 70 ans, les gens étaient des vieux. 80 ans, les gens étaient très, très, très vieux. Et les centenaires étaient célébrés. Dans 50 ans, tout le monde vivra centenaire. Tous mes enfants vont vivre centenaire. Donc, c'est pour ça que, finalement, j'ai retardé l'âge de ma retraite, mais c'est pas moi qui décide. Celui qui décide, c'est la vie. Celui qui décide, il est là-haut. Une petite question en passant, Jacques Séguéla, peu de personnes le savent, mais vous avez commencé dans l'immobilier en fait, parce que les premiers budgets de votre agence RSCG, Roux Séguéla Quézac Goudard, c'était Port Barcarès, les maisons Bruno Petit, et une publicité d'ailleurs pour une tour parisienne avec Dali. Donc en fait, c'est pas une agence de pub que vous avez créée, c'est une agence immobilière. Ça tombe bien que vous soyez avec nous ce matin. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on a démarré avec Bernard Roux, on n'était que deux, Goudard et Quézac n'étaient pas encore arrivés. On allait directement sur les budgets immobiliers parce qu'ils se décidaient dans la semaine. Et nous, on n'avait pas le temps de faire et pas les moyens de faire une compétition qui dure plusieurs semaines, etc. Et donc, je suis arrivé et devant moi, passé Publicis. C'est la première fois que Publicis, nous on était des nains, Publicis le géant, se mettait sur ce marché-là. Et j'ai dit, là on ne peut pas les laisser passer. Et ce que j'avais en main était complètement nul. J'ai dit, il faut improviser. C'était la publicité d'un immeuble qui est en fond de scène, qui avait une sorte de forme de totem. Bon. Et je me suis dit, mais totem, ce serait un joli nom, etc. Et totem m'a fait penser à Dali. Et je suis arrivé, j'ai dit, écoutez, je viens d'entendre, ils avaient applaudi quand Publicis avait fini. J'ai voulu vous applaudir Publicis, je n'ai même pas osé pousser la porte. Mais surtout, quand j'ai regardé ce que j'avais, j'ai trouvé que c'était nul. Et puis j'ai une idée qui m'a traversé l'esprit. Votre immeuble, c'est une œuvre d'art. Donc seul un artiste peut se permettre de la dessiner, et pas simplement un simple maquettiste ou un publicitaire quelconque. Donc j'ai choisi Dali, et c'est pour ça qu'il va baptiser Totem. Applaudissements, je gagne le budget. Mais je ne connaissais pas Dali. Alors, je vais vous faire la suite, si vous m'y autorisez, parce que vous êtes parti, parce que j'ai lu votre livre, donc je vais pouvoir le faire, et vous allez me corriger si je me trompe, vous êtes parti aux États-Unis, vous avez été le voir, il vous a fait 3 challenges successifs, on va pas les raconter à l'antenne, on va donner juste à nos auditeurs envie d'aller lire vos ouvrages, et in fine, il a été d'accord, il est arrivé à Paris. Pourquoi on ne raconterait pas à l'antenne ? Parce que c'est la première qui est complexe. Mais on fait du teasing, Jacques Séguéla. Et donc, il est arrivé à Paris, et du coup, vous avez fait cette publicité avec lui. On est bien d'accord. Là, vous avez fait cette publicité avec lui, parce qu'il est arrivé à Paris, il a été dans l'accord de cette situation. Oui. C'était pas évident.
Oui, non, mais il a donné son accord à New York, Oui. avec Andy Warhol, qui est venu se joindre à nous, et une japonaise sublime, etc. Et il a dit, je vais être payé en bougreau. Bougreau, c'était un peintre pompier qu'il est en train de remettre à la mode. Donc, choisissez-moi 3 bougreaux, et j'en déciderai d'un. Alors, d'abord, il a fait son portrait, de cette magnifique totem. On est arrivé au jour du paiement. J'avais choisi 3 bougreaux. En arrivant tout de suite, il a dit, c'est celui-là le grand. On lui a donné son bougreau. Quelques mois après, je raconte dans un de mes livres, d'ailleurs je crois que c'est dans celui-là, peut-être dans le suivant, l'histoire. Hein. Et je reçois une lettre. Je reçois une lettre du prince du Danemark qui me dit, où vous êtes un escroc, ou vous êtes un doux rêveur, parce que cette toile appartient à la famille royale depuis des années. Elle est toujours dans notre salle à manger. Donc, vous avez un faux. Et c'est Dali qui a reçu le faux. Et le faux est exposé au musée de Cadaqués. Justement, c'est Dali jusqu'au bout. Jacques Séguéla, le mariage entre vous et Dali, il était normal. Vous êtes tous les deux catalans, l'un du nord, l'un du sud, comme disent les Catalans. Et en plus, Dali, vous qui êtes Perpignanais, avait dit que le centre du monde était la gare de Perpignan. Oui, mais bien sûr. Et vous le pensez aussi que le centre du monde, c'est la gare de Perpignan ? Je pense que le centre du monde est là où vous voulez le mettre. Oui. Qui a droit au centre du monde? Le premier qui dit le centre du monde, c'est ici. C'est comme ça que s'est construit l'Amérique. L'Amérique, hein, souvenez-vous, les cow-boys partaient cheval au vent, ils plantaient leur fanion et c'était leur terre. Dali, il a planté son fanion à la gare de Perpignan. Jacques Séguéla, en 1991, vous cédez votre agence à Havas pour 41,5 millions d'euros et en devenez donc le vice-président. Vous ne regrettez pas cette période d'indépendance où vous respiriez la joie et le joint, comme vous l'avez écrit? J'ai jamais respiré le joint. C'est vous qui l'avez écrit, hein? Oui, mais j'ai jamais respiré le joint. C'est incroyable parce que j'ai traversé 60 ans de publicité sans jamais voir un joint, alors que c'était courant dans l'agence, c'est pour ça d'ailleurs que je le dis. Et ben, je ne sais pas pourquoi, et ça m'a toujours... moi j'avais fait des études de pharmacie, je suis docteur en pharmacie, j'avais étudié les ravages des drogues, puisque j'étais allé faire ma thèse sur les marchés des plantes médicinales et les marchés des drogues médicinales, donc je connaissais. Et ça m'a toujours préservé. Mais l'indépendance, la liberté de l'agence RSCG, non? Oui, mais bien sûr, mais parce que c'était les années créa. Oui, c'est ça. C'était les. Oui, puis c'était des années d'un entrepreneur aussi. C'était les années pub. Oui, mais tout était accepté à l'époque. Ouais. Les clients avaient du courage. Il faut du courage pour accepter comme publicitaire, vous vendre le match d'une Citroën qui va lutter contre un jet et qui va aller plus vite que le jet et qui va remonter sur un sous-marin sans se dire mais où est-ce qu'on va trouver un sous-marin, où est-ce qu'on va trouver un jet. Et d'ailleurs j'ai envoyé un TV producteur à Los Angeles, il dit regarde si on peut faire ça dans un studio. C'était non. J'avais lu que les Russes étaient en train de vendre à la casse leur matériel militaire, donc j'envoie un autre TV producteur, c'est Niet. Je dis il y a que tonton qui peut me sauver, il n'y a que François Mitterrand qui peut me sauver. Donc j'appelle sa secrétaire, Marie-Claire Papeguet, et je lui dis écoute, c'est une affaire de vie et de mort, je vais perdre mon plus gros client si je n'arrive pas à voir le président. Il me faut 5 minutes avec lui. 2 minutes après, elle me rappelle, elle me dit le président t'attend, je cours à l'Élysée. C'est François Mitterrand lui-même qui m'ouvre la porte de son bureau, qui me dit c'est gars, qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Je dis, monsieur le président, j'ai besoin. Mais vous avez besoin de quoi, ces gars? J'ai besoin d'un porte-avions et j'ai besoin d'un sous-marin. Elle me dit, mais c'est que vous êtes fou, mais pourquoi faire? Monsieur le président, pour faire de la publicité. Et moi, j'avais les petits dessins qu'on avait dessinés. On n'a même pas fait le layout du film. Et je lui raconte le film. Et il me dit, mais votre film, il est nul. Les Français n'achètent pas des voitures qui coulent. Ils achètent des voitures qui roulent. Mais pour la marine, c'est formidable. Vous aurez votre porte-avions, vous aurez votre sous-marin. C'est tellement formidable, ce temps où les présidents, avec les porte-avions et les sous-marins, faisaient la pub et pas la guerre. Qui aujourd'hui, quel président au monde aujourd'hui accepterait de faire de ça? Quel pays au monde accepterait de faire ça sans défiler dans la rue en gilet jaune pour dire ah bah la pub? Si je comprends bien, Jacques Séguéla, François Mitterrand vous a répondu avec force et tranquillement.
Jacques Il faut Séguéla, le bordel. Je vais vous poser une question d'ailleurs. Un slogan comme la force tranquille, qui a joué son rôle dans la campagne de 81, trouver un slogan, c'est quoi? C'est du génie ou du travail? C'est de la spontanéité. Donc du Après, génie. non, la pub n'est pas du génie. La pub, c'est un art mineur. Art quand même, parce que c'est tous les arts à la fois, puisque à la fois c'est la musique, c'est la chanson, c'est la peinture. Bon, mais c'est incorporé pendant des mois. Moi, j'ai passé 6 mois avec François Mitterrand à le voir une heure toutes les semaines. C'est fait énormément d'heures. Bon, et à parler avec lui, à le comprendre. Et tout d'un coup, le talent d'un publicitaire, s'il en a un, c'est de recracher comme une valda en 3 mots tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a acquis en plusieurs mois de connaissance d'un homme ou d'un produit. Jacques Séguéla, j'ai relevé qu'à l'époque de votre vice-présidence d'Havas, vous touchiez un salaire de 900 000 euros, c'est dans toute la presse, soit l'équivalent de 900 plus... 000 euros. Oui, 900 000 Mais euros. j'ai jamais touché un salaire de 900 000 euros. C'est dommage parce que j'avais fait un calcul, je voulais vous le soumettre. Non, vous fait le calcul, ça m'intéresse jamais. Il y a même plus, hein, je vais vous dire, oui. parce qu'il y avait même les bonus. Et donc j'ai fait un calcul que je voulais vous soumettre, c'est l'équivalent de plus de 120 Rolex par an. Alors on peut dire que vous n'avez pas raté votre vie. Alors déjà, je vais te montrer ma Rolex. Ouais, c'est une fausse, c'est ça? C'est un nouveau modèle. La caméra est où? Elle est là, la caméra. C'est un nouveau modèle. Ah oui. Regarde comme elle est belle. Oui. Ah oui. Il n'y a pas de cadran. Vous ne donnez pas l'heure, en fait. Pas de Rolex. Je ne pas donner l'heure. Bon. Donc, je suis fâché avec Rolex. D'accord. Parce qu'il a mal compris ce que je disais. Moi, j'étais en train de défendre Sarkozy. Oui. C'est vraiment du moment. Bon, c'est l'actualité. Et je disais, tous les journalistes lui reprochent d'avoir une Rolex et des Ray-Ban. Mais eux-mêmes, ils ont une Rolex et une Ray-Ban. Et un homme, je veux dire un homme d'État, qui à 50 ans n'a pas de quoi se payer une Rolex, a raté sa vie. Voilà, donc ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu me faire dire. Mais par contre, c'est un slogan. C'est la force du slogan. Si ça n'avait pas été Rolex, j'aurais dit Ferrari, ça n'aurait pas marché. Ça marche parce que Rolex, c'est le symbole de la richesse. Ferrari, c'est le symbole de la compétition. Même si ça vaut 100 Rolex, 1000 Rolex, peu importe. Donc, c'est là où on comprend que le slogan se joue à un symbole très fort que l'on arrive à concentrer dans 3 mots. Jacques Séguéla, on vous a jamais proposé d'être ministre? Mitterrand m'a proposé de travailler directement avec lui. Mais je lui ai dit, Monsieur le Président, je ne peux pas, j'ai mon agence, et puis moi, c'est la pub. Je suis fils de pub. Et donc, je ne peux pas abandonner mes équipes. Mais travailler avec lui, pardon, ça, c'était pour s'occuper de sa communication, le rôle que tenait Jacques Pilan? Oui, c'était pour parler. Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais écoute, je vais faire une agence avec Jacques, et comme ça, lui pourra tous les jours t'assister. Et il m'a dit, oui, mais je veux que tu aies la majorité. Il me tutoyait. Mais Séguéla, parce qu'il m'appelait Séguéla. Mais Séguéla, je veux que vous ayez la majorité. J'ai dit, d'accord, Monsieur le Président, je vais monter ça. Et puis j'ai dit à Jacques, écoute, c'est pas sain qu'une agence comme nous ait la majorité. Toi, c'est ton moment de gloire. Il faut que tu aies ta propre agence. Donc j'ai menti au Président. Et c'est Jacques qui a créé son agence. Alors, j'ai relevé dans une de vos interventions, vous avez dit que la France est un pays riche qui fabrique des pauvres. Comment expliquez-vous cela? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il n'y a qu'une réforme à faire, c'est la réforme de l'État. On est en train de la vivre. Le seul. On est en train de la vivre. Ouais. Comment on n'est pas foutu de vacciner les Français alors que c'est la seule façon de les sauver? C'est bien qu'il y a des ruptures de doses. Mais les doses sont là et on n'arrive pas à les acheminer dans les temps. Et en plus, les Français sont les seuls terriens qui refusent le vaccin. Vous avez vu ça? Il y a 100 pays du monde sur lesquels il y a une étude. Est-ce que vous êtes prêts à vous faire vacciner? Les États-Unis, les Anglais, les Allemands, ils sont à 95-98%. Nous, on est les derniers. C'est absolument incroyable. Quand vous pensez que les infirmières et l'ensemble des médecins refusent eux-mêmes de se faire vacciner, ne croient même pas à leur métier. C'est comme si moi je ne croyais pas à la publicité, mais comment c'est possible? Alors qu'il n'y a pas eu un seul accident dans le monde
de vaccination. Mais il n'y a même pas d'effet secondaire. Vous avez entendu des gens qui disent on a des effets secondaires, peut-être une petite crise de fièvre, de rien du tout pendant un jour ou deux, mais qui vous sauve la vie. Mais comment on peut refuser la vie comme ça ? On est un pays qui marche sur la tête. Jacques Séguéla, vous êtes venu il y a quelque temps dans la matinale de Sud Radio, l'invité de Patrick Roger. Vous avez présenté votre dernier ouvrage et j'ai cru entendre que vous aviez créé une maison d'édition récemment pour ça. Ah oui, j'ai créé une maison d'édition. Donc vous êtes de nous un entrepreneur. Oui, mais qui s'appelle Coup de Pub. Ouais. Et quand On se refait pas, Jacques Séguéla. Oui, on ne fait pas. Vous avez mis longtemps à trouver le nom. Et quand c'est un livre plus romantique, coup de cœur. Quelle trace vous souhaiteriez laisser ? Je vais me permettre de citer Pierre Lazareff, que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est lui qui m'a tout appris. Il disait « J'ai peur de m'ennuyer quand je serai mort ». Oui, c'est beau. C'est beau. Quelle trace vous souhaiteriez laisser ? Ah, quelle trace. On parlait de la Rolex. Dans le drame de la Rolex, j'ai été interviewé en Suisse, au journal aux 20h de Genève. Et à la fin de l'émission, le journaliste me dit « Vous regardez le building qui est en face de vous, c'est Rolex. Et vous voyez le dernier étage, le bureau est allumé, ça veut dire que le président de Rolex est à son bureau, et je suis sûr qu'il vous écoute. Donc si vous avez quelque chose à lui dire, c'est le moment. » Alors, j'ai dit, écoutez, monsieur le président, puisque vous me regardez, j'ai une chose à vous demander. Est-ce que vous pourriez m'offrir une de ces petites horloges qui sont dans les aéroports, qui sont dans les gares ? Et le journaliste m'a dit, mais pourquoi faire ? Je dis, parce que je voudrais le mettre sur ma tombe et en épitaphe dire, de là où je suis, je ne peux plus rien vous offrir, mais je peux vous offrir l'heure, à condition qu'elle soit signée Rolex. À la bonne heure. Alors, comme le veut la tradition d'Oser Investir, Jacques Séguéla, vous avez retenu une musique pour terminer notre rencontre de ce matin dans Oser Investir. Donc. Oui, là il s'agit de Quelqu'un m'a dit, datant de 2002, interprété par Carla Bruni et coproduite par Louis Bertignac. Vous savez que vous avez un point commun avec Louis Bertignac, Jacques Séguéla ? Chauve. Non, c'est pas celui que j'avais retenu. Vous êtes né le même jour. Ah oui ? Je ne savais pas ça. Voilà. Alors, on va parler de Carla Bruni un instant, si vous le permettez, parce que vous dites d'elle, Carla l'a conquise. Carla vient d'une autre planète, celle des envoûtants. C'est un personnage shakespearien. Elle vous a marabouté ? Mais elle maraboute tout le monde. Elle a marabouté le président. Ça ne m'a pas échappé. Ah, oui. C'est après ma femme, après ma mère, après mes filles, la femme la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. Pourquoi ce choix musical ? Parce que c'est son premier succès, parce que il y a tout ce que la chanson française sait faire, fait trop rarement, une espèce de passion entre les mots et la musique qui crée le bonheur. Merci Jacques Séguéla d'avoir répondu à notre invitation et d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était le 77e numéro d'Oser Investir, mon cher Thomas. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou en téléchargeant l'application Sud Radio. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous retrouver sur oserinvestir.fr ou en téléchargeant l'application. Merci de votre fidélité. Et à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30-10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.